la manipulation démocratique. Mes chers amis, est-ce que vous savez que la démocratie proclamée avec pompe par le président François Mitterrand dans son discours de juin 1990 à la Baule, c'est l'une des plus grandes arnaques jamais montées contre les Africains, que ce soit ceux du Nord ou ceux du Sud du Sahara. Je m'explique. L'Europe a toujours eu un problème. Le problème de l'Europe, c'est sa pauvreté en matière première stratégique. Pour compenser sa pauvreté en matière première stratégique, l'Europe a toujours eu besoin de diviser toutes les autres parties du monde afin de pouvoir régner sur elles et de les exploiter. Là où l'Europe ne parvient pas à diviser pour régner, elle crée des prétextes et elle organise des guerres de prédation, des guerres de pillage, des guerres pour en réalité approvisionner son industrie pauvre en ressources naturelles préalables. C'est ce que monsieur, Nicolas Sarkozy de Nagui Boksha a clairement reconnu dans cette petite vidéo que je ne me lasserai jamais de faire écouter. Dans cette petite vidéo, Sarkozy avoue le problème fondamental de l'Européen et par extension de l'Occidental. C'est qu'il est naturellement pauvre et qu'au lieu de négocier et de travailler fort, rude, au lieu d'échanger pacifiquement avec les autres peuplades du monde, il a choisi la méthode de la division, la méthode du mensonge, de la duplicité, la méthode de la guerre brutale, la méthode de la guerre illégale, illégitime, la méthode du braquage. Et c'est de cela que nous parle l'un des plus grands barbares qui ait jamais dirigé un pays européen, à savoir Paul-Stéphane Sarkozy de Nagui Boksha. Monsieur Sarkozy, quel est le continent le plus sauvage? Je vais vous dire une chose. Oui. L'Europe, oui, de tous les continents du monde, oui, est le continent le plus brutal, oui, où il y a eu les guerres les plus sauvages. Oui. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie. Vous avez compris? C'est l'Europe. Vous avez compris? Et je vais vous dire autre chose. Oui. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. Très bien. Je m'arrête là. Comment ont-ils organisé leur brutalité au XXe siècle? Dans les années 90, ils ont un problème. Ils ont un problème sérieux, c'est que la population africaine s'est multipliée par 10. Que ce soit en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. La population s'est multipliée par 10. Les besoins des États ont tellement augmenté qu'on ne peut pas continuer à appliquer les accords de coopération et de défense imposés par la France, l'Union européenne, les États-Unis, l'OTAN, aux pays africains. Si on continue à appliquer ces accords-là, aucun de ces pays ne peut vivre. Ils sont étranglés. Car en fait, ils se retrouvent artificiellement surendettés. Ils se retrouvent classés pays pauvres très endettés, pays en voie de développement, pays moins avancés. Et ces pays risquent d'exploser. Alors, comment continuer à les exploiter? Pour continuer à les exploiter, l'Occident, dont vient de nous parler Sarkozy, applique sa vieille méthode, c'est la division. Mais quel va être le cheval de Troie de la division? Dans les années 90, c'est l'idéologie démocratique. Mitterrand dit que l'aide au développement sera désormais conditionnée par la pratique de la démocratie. Quand Mitterrand le dit, c'est parce qu'ils ont étudié la société africaine et qu'ils ont exacerbé au préalable, à l'intérieur de la société africaine, les tensions intercommunautaires. Tous les pays qui ont été colonisés par les Occidentaux en général et les Français en particulier sont des pays clivés. À l'intérieur de ces pays, il y a un clivage fort entre le nord et le sud, entre le centre et l'ouest, entre l'ouest et l'est. Sous la colonisation française et sous les héritiers des colons français, on a exacerbé les différences régionales. Dans tous les pays issus de la colonisation française, on a veillé à créer une tension entre les chrétiens et les musulmans, entre les chrétiens, les musulmans et les traditionalistes. On a veillé à tout faire pour que les chrétiens et les musulmans soient prêts à se faire la guerre, que les chrétiens et les musulmans soient prêts à faire la guerre contre les Kamites, que les Kamites soient prêts à faire la guerre contre les chrétiens et les musulmans. Ça, c'est très bon. Dans tous ces pays-là, on a exacerbé les tensions entre les groupes ethniques, parfois qui ont la même langue. Rendez-vous compte, ils ont été capables, et c'est la France qui a été ici à la manipulation. Ils ont été capables de provoquer un génocide au Rwanda entre les Hutus et les Tutsis qui ont la même langue, le Kinyarwanda. Extraordinaire. Deux peuples qui ont la même langue, deux peuples qui ont les mêmes racines, deux peuples qui ont la même civilisation, deux peuples qui ont les mêmes références culturelles se sont exterminés. Les Tutsis et les Hutus modérés, laissant plus d'1 million de morts sur le carreau en 1994. Sur la base de l'idéologie séparatiste, instrumentalisée par les Français, les Belges, les Occidentaux, pour tenir le Rwanda. Et d'ailleurs diviser la République démocratique du Congo, dont on veut absolument démembrer les provinces du Sud et du Nord. Donc, dans tous les pays de colonisation française, on a exacerbé les différences ethniques. Quand vous prenez un pays comme mon pays natal, le Cameroun, c'est incroyable. La distance mentale et affective qui peut opposer un Camerounais de l'Ouest d'un Camerounais de centre et sud, elle est effrayante. D'où est venue cette espèce de haine profonde entre des ressortissants du même peuple africain, du même territoire, dont les villages sont à peine à quelques centaines de kilomètres les uns des autres. On a dressé des portraits des ethnies
On a enfoncé et tambouriné ces portraits dans la tête des gens. Le nordiste est comme ça, le Bassa est comme ça, le Bamileke est comme ça, le Beti Boulou est comme ça. Et ils ont fait ça partout. Ils ont créé un portrait du Touareg, du Tamashek au Mali. Ils ont fait un portrait du Peul. Ils ont fait un portrait du Bambara, un portrait du Dogon. Ils ont tout fait pour que les ethnies se regardent en chiens de faïence. La parenté à plaisanterie, qui existe très longue date entre nos ethnies africaines, ils l'ont combattu. Ils ont tout fait pour que les ethnies se détestent. Que le Douala, Douala, regarde son frère, eh bien, Medumba, Abanganté, comme un ennemi. Embrasse de toutes ses deux mains, eh bien, un blanc de France, mais déteste un Bamileke de Banganté. Ils ont fait ça, ils ont réussi à faire ça. Ils ont réussi à faire que, eh bien, le Peul ait peur du Bambara. Que le Bambara ait peur du Dogon. Ils ont réussi. Parfois même, ils ont voulu opposer le Dogon et son cousin, le Bozo. Ils ont fabriqué des affaires, des histoires. Et même quand ils ont voulu organiser leur invasion terroriste, ils se sont déguisés en s'habillant dans les habits d'une ethnie pour attaquer une autre, afin de provoquer des guerres interethniques. Rendez-vous compte, en 2018, des recherches scientifiques ont établi que dans la région de Mopti, les terroristes étaient chargés de s'habiller en Peul pour attaquer les Dogons, pour attaquer les Bambara. Et les mêmes terroristes s'habillaient ensuite en Bambara pour attaquer les Peuls, pour attaquer les Dogons, afin de provoquer une guerre interethnique généralisée. Et ainsi faire fuir les populations de la région, ensuite envoyer les entreprises terroristes piller les sous-sols. Voilà ce qu'ils ont fait. Je suis en train de vous expliquer comment ils ont fait. Donc, quand on est venu avec la propagande démocratique de Mitterrand, on savait que cette propagande démocratique allait exacerber les divisions ethniques. On savait que les partis politiques allaient être de facto des partis ethniques. Et c'est ce qui est arrivé. Sous couvert du pluralisme politique, les pays africains qui sont entrés dans ce grand mensonge du régime démocratique sont devenus des pays multipolitico-ethniques. C'est-à-dire des pays où la différence politique et la différence ethnique étaient équivalentes. Regardez la carte des partis politiques en Afrique à partir de 1990. Vous regardez un parti politique, dès que vous connaissez le nom de son leader, vous connaissez l'origine ethnique de la majorité des militants. Ça, c'est un phénomène qui date des années 90. Ça existait, mais c'était un phénomène minoritaire, l'identité entre le parti politique et le groupe ethnique. Mais l'identité entre le parti politique et le groupe ethnique a été exacerbée, et c'était la stratégie de Mitterrand. Et si vous observez tous les pays africains qui se sont engouffrés dans ce fameux discours de la bolle, ils se sont affaiblis. Les États se sont affaiblis. Les armées ont été désarmées. Le système éducatif effondré. Le système économique effondré. Les privatisations du FMI et la Banque mondiale ont pu passer par là. Les pays se sont affaiblis par la multiplication des guerres civiles. Sous le nom de démocratie, la France et ses alliés occidentaux ont semé une nouvelle anarchie afin de maintenir leur mainmise sur les richesses africaines. Démocratie, piège à con. Voilà pourquoi nous autres, avec le recul, après pourtant avoir cru, comme beaucoup, à cette idéologie démocratique et à l'avoir enseignée même dans nos classes, comme étant la finalité ultime, eh bien, de la construction de l'espace politique, nous avons compris l'arnaque, l'entourloupe, le piège dans lequel nous avions été pris. Et nous avons intercalé une lettre N entre le O et le C de démocratie. Non, ce n'est pas de démocratie, de soi-disant pouvoir du peuple qu'il était question, mais plutôt de démocratie. Pouvoir des démons. La barbarie et la sauvagerie européenne étaient encore passées par là. Sous couvert de nous imposer le système pluraliste, on voulait nous imposer une nouvelle division. Voilà comment nos armées ont été affaiblies. Voilà comment nous avons été soumis au FMI et à la Banque mondiale. Voilà comment la dévaluation du franc CFA a été imposée à 15 pays africains, c'est-à-dire l'enrichissement de la France au détriment de l'Afrique. Un enrichissement supplémentaire, en deux phases, avec le coup de poignard de 1994. Est-ce que vous comprenez? Alors, comment tout ceci s'est passé entre le Mali et l'Algérie? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de creuser dans la relation algéro-malienne. Entre le Mali et l'Algérie, comment cette démocratie démocratique a été vécue? Comment la démocratie démocratique a-t-elle été vécue? Ces deux pays n'ont pas tout à fait vécu cette manipulation de la même façon. Le Mali est tombé sous le charme du concept de démocratie. Et qu'est-ce que ça a donné? On dit, je cite ici une excellente recherche, le tournant s'est matérialisé en mars 91 par un soulèvement populaire réprimé dans le sang, qui a conduit au renversement du dictateur Moussa Traoré après 23 ans de règne. On est entré dans une transition militaire et civile. Le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré a pris le pouvoir à la tête d'une junte de transition qui a rapidement instauré une nouvelle constitution adoptée par référendum en 92. On va avoir les élections démocratiques en avril 92. Alpha Oumar Konaré devient le premier président démocratiquement élu du pays, instaurant un modèle de consensus politique salué à l'international. Mais des défis annexes vont être immédiatement apparents.
le gouvernement a dû gérer les rébellions touareg au nord, menant notamment à la signature des accords de Tamanrasset en janvier 91 sous médiation algérienne. Qu'est-ce que le modèle démocratique a apporté au Mali? Un État faible. Un État contraint à signer et à accorder des pans de sa souveraineté à des groupes rebelles contrôlés par l'Algérie et contrôlés par la France. Voilà ce que la démocratie a apporté au Mali. L'affaiblissement de l'État. Voilà comment le Mali a été désarmé. Voilà comment le Mali a été déséconomisé. Des pans entiers de l'économie publique malienne ont été bradés au nom de la démocratie, au nom du modèle démocratique. L'économie malienne s'est mise à fonctionner essentiellement avec l'aide internationale du FMI et de la Banque mondiale, au nom de la démocratie. Rétrospectivement, on sait que la démocratie, telle qu'elle a été imposée au Mali, sous la manipulation de Mitterrand et de l'Occident en général, était en réalité une stratégie pour préparer ce pays à recevoir l'estocade finale issue de la destruction de la Libye en 2011. Comment la soi-disant démocratie a-t-elle été vécue de l'autre côté de la frontière en Algérie? Le pays entame sa transition en 89 à la suite de graves émeutes sociales qui surviennent en octobre 1988 et qui mettent fin au régime du parti unique, le FLN, Front de Libération Nationale. Qu'est-ce qui va se passer? Victoire des islamistes lors des élections législatives de décembre 91. Le Front islamique du salut, le fils d'Abbassi Madani, en réalité a gagné les élections. Les militaires du FLN ont refusé de le reconnaître. Ceci va entraîner une immense guerre civile. L'armée intervient en janvier 92, elle annule le scrutin, elle assume désormais ce qu'on appelle la décennie noire de l'Algérie. Dans cette même période, l'Algérie joue le rôle de médiateur diplomatique dans les affaires maliennes. C'est-à-dire que les commandants de l'Algérie, incapables de reconnaître la démocratie chez eux, se mêlent d'instaurer la démocratie au Mali et de faire respecter les droits démocratiques des sécessionnistes maliens. C'est un moment extraordinaire. L'Algérie refuse la démocratie chez elle et veut être la parraine de la démocratie malienne. J'insiste sur ce moment-là. L'Algérie, le FLN n'a jamais accepté la démocratie chez lui. Paradoxalement, il s'est mis à jouer à l'arbitre de la démocratie au Mali. Par là même, le FLN, au pouvoir en Algérie, a changé d'attitude envers le Mali. Alors qu'il était un partisan historique du Mali, dans le combat contre le colonialisme et le néocolonialisme. Le FLN au pouvoir en Algérie, qui connaît également une mutation de génération, car la génération des pères de l'indépendance algérienne n'est pratiquement plus au pouvoir en 1990, ce FLN devient l'un des complices de la manipulation des affaires malio-maliennes dans les 4 buts que je vous ai dit avant. Premier but, du laxisme envers le néocolonialisme français. Tant que ce sont les Africains qui payent les pots cassés, on peut négocier avec la France. Deuxième point, la persistance du préjugé de supériorité raciale des Maghrébins sur les Noirs. C'est dans le crâne des dirigeants en Afrique du Nord. Ça, c'est important quand même de vous en souvenir tous les jours. Ils n'en sont pas guéris. Troisième élément, l'ambition de contrôler les richesses faramineuses du Mali se met à dévorer l'élite du gouvernement algérien. Et quatrième élément, l'Algérie voit en la démocratie un moyen de manipuler le Mali, alors qu'elle-même refuse la démocratie. Parce que si le FLN avait reconnu la démocratie, Abbassi Madani et le Front islamique du salut allaient exercer le pouvoir. L'Algérie sait, les dirigeants algériens savent que les mouvements islamistes radicaux ont été créés par les États-Unis, par l'OTAN et leurs alliés du Moyen-Orient pour diviser le Moyen-Orient et l'Afrique. L'Algérie le sait. Sur son territoire, elle a refusé de se soumettre au verdict des urnes. Car en effet, les extrémistes islamistes, comme ils furent présentés par le FLN, avaient gagné. Mieux, quand on étudie l'histoire de l'Algérie, on se rend compte même que le gouvernement algérien s'est rendu coupable de certains actes terroristes pour noyer le fils d'Abbassi Madani. Certains des crimes terroristes qui ont été commis en Algérie ont été commis par les renseignements algériens, selon de nombreuses enquêtes internationales que nous avons lues, dans le but de noyer la revendication démocratique du fils. Donc, il faut que vous vous rendiez compte que la démocratie, elle a été vécue au Mali comme une illusion. La classe politique malienne a adhéré à la démocratie parce qu'elle combattait la dictature de Moussa Traoré. Mais en réalité, elle n'a pas vu que derrière la chute de la dictature de Moussa Traoré, il y avait le plan français de recolonisation du Mali. Voilà comment l'élite politique malienne a été menée en bateau par la démocratie. L'élite politique algérienne, elle ne s'est pas laissée mener en bateau par la démocratie. Elle a utilisé la démocratie pour affaiblir le Mali. Au nom de la démocratie, ils ont fait abandonner à l'État malien plusieurs aspects de sa souveraineté au profit des suppôts du néocolonialisme français, les séparationnistes, partitionnistes, terroristes, qui aujourd'hui, sous la houlette de Iyad Adgali, d'El Ramdan, de Bilal Aksheri, sous la houlette de Fakaba Sissoko, sous la houlette d'Oumar Mariko, sous la houlette de Mahmoud Diko, ensanglantent le Mali. Tout ça est venu de cette mystification. Et là, nous avons abordé le 4e point de cette conférence. Il nous en reste 3. Je passe au 5e point. Le Mali et l'Algérie face à l'impérial terrorisme. Comment le Mali et l'Algérie ont-ils fait face à l'impérial terrorisme? Je prends d'abord le cas de l'Algérie.
Les généraux qui dirigent l'Algérie et qui ont refusé la démocratie sont passés par 2 phases face aux groupes terroristes. La première phase a été celle de la lutte frontale. Mais cette phase de la lutte frontale a amené les dirigeants algériens à adopter eux-mêmes certaines des méthodes des terroristes, c'est-à-dire à créer un terrorisme antiterroriste. Ça a été la première phase. Dans une deuxième phase, les dirigeants algériens ont choisi de proposer aux groupes terroristes de favoriser leur implantation beaucoup plus au sud, c'est-à-dire sur les pays noirs, en échange de la paix en Algérie. Et c'est dans cette deuxième phase dangereuse que nous sommes, notamment depuis le saccage de la Libye en 2011-2012. Les dirigeants algériens, pour apaiser la pression terroriste sur leur sol, proposent aux chefs terroristes de prendre d'assaut les parties nord des pays sahéliens, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, prendre d'assaut le Tchad, prendre d'assaut, bref, d'aller se servir ailleurs. L'Algérie décide à partir de cette date de fermer les yeux sur ce que, eh bien, les dirigeants d'Al-Qaïda et de l'État islamique font hors de l'Algérie. En contrepartie, Al-Qaïda et l'État islamique s'engagent à ne plus attaquer l'Algérie. Dès lors que l'Algérie accepte, comme d'ailleurs la Mauritanie, d'être la base arrière d'Al-Qaïda et de l'État islamique, en retour, les 2 organisations terroristes ne perpètrent plus d'actes terroristes contre l'Algérie, ni d'actes terroristes contre la Mauritanie. Vous avez bien suivi? D'ailleurs, quand il était au pouvoir au Burkina Faso, c'est la même stratégie qu'avait choisi le président Blaise Compaoré. Il a signé une espèce d'accord de paix avec les groupes terroristes en leur permettant d'utiliser Ouagadougou comme zone de repli, mais avec la condition qu'ils n'attaquent pas le Burkina. Au bout du compte, qu'est-ce que ça a donné? Ils ont fini par se retourner contre le Burkina. Comme on voit très bien qu'ils finiront par se retourner contre la Mauritanie et l'Algérie si ces pays continuent et persistent dans la politique de bienveillance envers eux.